Bonjour à tous et bienvenue, dernière ligne droite des bilans de la saison 2022. Cette semaine, elle est consacrée évidemment au top team, alors on ne perd pas plus de temps et on regarde du côté de Mercedes, où mine de rien, il y a pas mal de choses à souligner. Alors on va pas refaire tout l'historique de Mercedes, mais il faut quand même rappeler un point de départ. Depuis 2014 et l'ère hybride, ils ont tout cassé, 114 victoires en 8 ans et tous les championnats constructeurs remportés, sûrement la plus grosse domination qu'on ait jamais connue. Oui, mais les invincibles champions ont vécu un traumatisme en 2021 avec la perte du titre pilote et avec notamment les conditions que l'on connaît à Abu Dhabi. Du coup, ils arrivaient forcément revanchards, avec l'envie de revenir plus fort. Ils étaient vraiment animés par cet état d'esprit, à l'image de la phrase un peu cliché mais vraie de Toto Wolff chez Netflix. Ils ont tous une cible dans le dos en 2022. Côté objectif, pas de doute, quand on s'appelle Mercedes, on vise évidemment les 2 titres, et ce même s'il y a une remise à zéro sur le plan technique, ce qui les oblige une nouvelle fois à prouver leur capacité. Sinon, parmi les choses importantes, il y avait évidemment l'intégration de Russell, choix logique pour remplacer Bottas. Il semblait avoir la vitesse pure, mais encore fallait-il qu'il ait la régularité, le sérieux et le niveau qu'exige un top team, et a fortiori Mercedes. En plus, le duo avec Hamilton devait être suffisamment fort sans devenir ingérable. Le côté maître-élève ou roi-dauphin a souvent pu poser des problèmes en Formule 1. Hamilton justement, quand on est à son niveau, il n'y a vraiment pas grand chose à espérer ou à attendre de plus que le titre, un 8ème, celui pour dépasser Schumacher, celui qui lui est passé sous le nez en 2021. Personnellement, ce qui m'intéressait le plus concernant la saison d'Hamilton, c'était de voir comment il allait se remettre sportivement et mentalement de la fin de saison dernière, et aussi de voir comment il serait perçu maintenant qu'il n'était plus l'invincible champion en titre et l'homme à abattre, mais bien celui qui est en chasse, qui a tout perdu, qui est un petit peu malchanceux et qui est en reconquête du Graal. Position forcément très différente du côté de Russell, on connaissait son talent, mais cette année il allait découvrir le très haut niveau, fallait donc prendre ses marques et se montrer à la hauteur du niveau, du haut du panier, mais aussi de Mercedes et d'Hamilton. Toute l'idée c'était de monter en puissance pour montrer progressivement que oui, il est bel et bien un pilote de top team, que c'est sa place, qu'il est fait pour jouer les championnats et les victoires. Se mesurer à Hamilton allait évidemment être un défi assez hors du commun, on attendait de voir ce qu'il valait, peut-être commencer par monter en puissance, et ensuite montrer de belles choses, bref, telles étaient les attentes. Rappelez-vous, lorsque Mercedes a présenté sa W13 l'hiver dernier, son concept sans ponton nous a fortement intrigués et dans la folie et l'incertitude de cette période, on s'est dit qu'ils avaient trouvé un truc que personne n'avait vu et qu'ils allaient rouler sur la concurrence. Et oui mais non, puisque dès les essais hivernaux, ils sentent que quelque chose ne va pas, il faudra apporter des correctifs, on ne sait pas combien de temps ça prendra pour mettre cette voiture à niveau, cette voiture qui rebondit de manière assez incompréhensible et imprévisible. Du coup, l'allumage, il est forcément un petit peu délicat, puisqu'à Bahreïn, ils ne peuvent absolument pas se battre avec les Ferrari et les Red Bull, mais bon, ils restent solidement la 3ème force, et avec 2 abandons devant qu'on connaît, eh bien ils montent même sur la 3ème marche, et Russell est 4ème. Il y a déjà de bonnes raisons d'avoir le sourire et d'avoir un petit ouf de soulagement, mais ils savent qu'il va y avoir beaucoup de travail. C'est confirmé à Jeddah où Hamilton sort en Q1 une première depuis le Brésil 2017 et ça s'explique sûrement en grande partie par le fait qu'il teste énormément de choses pour trouver le bon réglage pour cette voiture capricieuse. Mais bon, ça ne va pas marcher puisqu'il n'est que 10ème le dimanche pendant que Russell est un très bon 5ème avec une approche plus classique et c'est normal. Il a surtout besoin de s'adapter pour l'instant, il a une connaissance de l'équipe et une connaissance technique moindre qu'Hamilton, il est logique que pour l'instant il aille chercher des points et qu'il soit plus classique. Après un week-end australien plus calme où elles sont à nouveau une 3ème force solide et profitent encore de 2 abandons devant pour terminer 3ème et 4ème, les flèches d'argent vivent un enfer à Imola, circuit qui ne leur correspond pas vraiment et où la pluie vient empirer le tout. Ils sont 11ème et 13ème en qualif et ensuite c'est fortune diverse. Russell prend 2 superbes départs et profite des erreurs de devant pour être dans le bon wagon. Il ne parviendra pas à dépasser Norris mais finira 4ème. Hamilton lui reste coincé dans le train du DRS au milieu peloton, loin des points.
En plus, son arrêt est mal timé et on a Gasly, Ocon et Albon qui lui repassent devant. Il ne pourra plus bouger de cette 14e place, se fera même prendre un tour par Verstappen. Une image symbolique de la difficulté de Mercedes pour l'instant. Mais retour à la normale dans les conditions stables de Miami, 3ème force. Russell, parti de la 12e place, remontera notamment en fin de course à la faveur d'une safety car et cela donnera lieu au premier duel avec son coéquipier. Assez tendu, mais ça passe. Au classement, Mercedes sauve donc plutôt bien les meubles. Ils arrivent à prendre pas mal de points, plus peut-être que ce qu'ils auraient dû. Mais attention, ça commence à s'éloigner devant et s'ils veulent jouer les 2 titres, c'est déjà un petit peu maintenant ou jamais. C'est là qu'arrive Barcelone et le premier package d'amélioration. Et ça marche. Un excellent Russell se bat un temps avec les Red Bull pour la victoire, un rythme impressionnant, confirmé par celui d'Hamilton. Le septuple champion du monde a dû repasser par les stands après un contact au départ avec Magnussen, et quel dommage, il était peut-être l'homme le plus rapide en piste ce dimanche-là. L'espoir renaît donc, sauf que le marsouinage pose encore quelques soucis et va empêcher de faire le petit saut jusqu'au très haut du panier. 8ème en qualif et en course à Monaco, Hamilton voit Russell enchaîner les top 5. Il monte ensuite sur le podium suite à l'abandon des Ferrari à Bakou, où la voiture a montré ce qu'elle pouvait pourtant offrir de pire avec ce rebond monstrueux qui casse le dos de Lewis. C'est vraiment un moment fort et important de la saison. Derrière, on va avoir Toto Wolff qui va demander à la FIA de rehausser les hauteurs de caisse, ce qui les aurait bien arrangés. Finalement, il va y avoir une directive technique qui va tomber au Canada et le marsouinage va plus ou moins disparaître totalement, ce qui d'ailleurs est assez étrange quand on y repense. Du côté de Montréal, justement, ils sont encore 3e et 4e. Cette fois, c'est l'abandon de Pérez et la pénalité moteur de Leclerc qui permettent d'embellir le résultat. Pour l'instant, leur saison est un modèle de maximisation et ils n'ont toujours pas eu le moindre souci en piste. Série stoppée à Silverstone où Russell est pris dans le carambolage du départ. On notera son geste magnifique quand il stoppe sa voiture et se précipite vers Joe. Abandon d'autant plus regrettable que ce jour-là, Mercedes avait beaucoup de potentiel. Hamilton a pendant un moment été l'homme le plus rapide sur la piste. En plus, Verstappen n'était pas là et Ferrari s'est sabordé. Au final, ce n'est que la 3e place, la faute à cette fin de course qui convient moins au style de la W13 et à un Pérez qui a pu revenir, mais ça continue de monter crescendo et on se dit qu'ils vont bien finir par y arriver. Ce ne sera pas le cas du côté de la France et de l'Autriche où Ferrari et Red Bull restent trop fortes, Mercedes n'a absolument pas joué la victoire, mais encore une fois, ils ne font pas d'erreur, sont parfaits et profitent d'abandon devant. 3 et 4e à Spielberg, 2 et 3e en France, le premier double podium de la saison. Leur meilleur résultat actuel, ça aussi ça a compté. Et puis en Autriche, avant la trêve, vient leur première et seule pole de la saison grâce à George Russell et des conditions parfaites en fin de Q3. C'est plus compliqué en course où Leclerc et surtout Verstappen, qui va remonter de très loin, ont plus de rythme, mais comme Ferrari se saborde et qu'encore une fois Mercedes ne commet aucune erreur, eh bien, il y a un nouveau double podium. La première partie de saison se conclut donc bien. On a acté depuis un moment qu'ils n'iront pas chercher le titre constructeur ni même le titre pilote. On le sait, mais ils progressent, ils vont de l'avant. Bon, derrière Spa, ce sera moins bien parce que Red Bull va surdominer les débats. Et en plus, Hamilton s'est envolé au départ face à Alonso. Mais petit à petit, ils vont doucement devenir la 2e force du plateau. Ce sera plus ou moins le cas à Zandvoort, où ils finissent par dominer Ferrari et ils reviennent à 30 points. On a aussi là-bas un Russell qui l'a joué malin avec un arrêt sous safety car. Derrière, c'est nécessairement plus dur à Monza, circuit de moteur, ce qui n'est absolument pas leur force cette année, mais Hamilton remonte de la 19e à la 5e place et Russell est un solide 3e, ça va encore. Malheureusement ensuite ça va un petit peu se gâter puisqu'il sort en Q2 à Singapour et du coup décide de partir dernier et doit alors tenter une course assez folle qui ne marchera pas. Son coéquipier lui s'élance 3e mais perd cette position au départ et finira par être frustré derrière Sainz, commettra une première erreur puis une deuxième face à Vettel. Il ne marquera que 2 points et ça fait mal à Mercedes qui avait de bons espoirs de remonter à la 2e place du constructeur. En plus derrière il y a le Japon où Lewis est bloqué derrière Ocon toute la course et ne peut passer et où George était plus loin et il reste derrière les Alonso et les Vettel. Ces 3 courses un petit peu moyennes ou bizarres ont relégué Mercedes à 67 points de Ferrari. Voilà, c'est mort, il n'y a plus grand chose à jouer, on ne sait pas s'ils vont réussir à gagner une course. Mais voilà, la toute fin de saison va apporter énormément de positifs.
À Austin, l'abandon de Sainz, la pénalité moteur de Leclerc et un arrêt raté de Verstappen permettent à un Hamilton ultra rapide de contester la victoire. Ça ne passe pas encore, mais ils y ont cru, et ce sera peut-être pareil du côté de Mexico, où ils sont clairement en embuscade, mais ne peuvent rien faire en course face à Verstappen. Mais viendra donc le Brésil, où ils seront les plus forts. Hamilton remonte 6 places dans un sprint remporté par Russell. C'est leur seule première ligne bloquée cette saison. Le dimanche, ce sera un cavalier seul pour George qui remporte la première victoire de sa carrière devant un Lewis pourtant retardé par son contact en piste avec Verstappen. Le doublé vient apporter à Mercedes ce qui lui manquait cette année. Ils ne finiront pas Fanny. Ils reviennent même à 19 points de Ferrari, mais à Abu Dhabi aura leur seul abandon technique de la saison pour Lewis et le rythme ne sera pas là. Ils terminent donc bel et bien 3e de cette saison 2022, mais on peut dire qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient du côté d'Interlagos. Forcément, au moment du bilan, 2022 est un échec pour Mercedes qui visait les 2 titres et à l'arrivée, ils sont 3e, ils n'ont même pas joué ce fameux titre, ils n'ont remporté qu'une seule victoire, on a un Hamilton qui est 6e du général, voilà, dit comme ça, c'est presque un cauchemar. Ils n'ont tout simplement pas vu venir le marsouinage et ont dû s'engager dans une course contre la montre pour l'éliminer, une bataille qu'ils n'ont jamais remportée pleinement, ils n'ont pas su être totalement satisfaits de leur machine. Après, on ne peut pas parler de voitures catastrophiques ou pourries, comme on l'a lu un petit peu partout récemment, car déjà elle reste la 3e force sans forcer, car elle a été meilleure que la Ferrari sur une bonne partie de la saison, et car elle a quand même joué devant et gagné une course. Je comprends l'idée de dire que pour eux, ça c'est pourri, et que de par son comportement fou qui la rendait imprévisible, ça en fait une voiture un peu maudite, mais les mots ont un sens et cette W13 n'était certainement pas une bouse, sinon demandez à Haas et Williams ce qu'ils avaient entre les mains. Mais bref, comptablement, ça reste un échec, cependant, dans la manière et le déroulé de la saison, il y a énormément de positifs à tirer. Déjà, ils ont été un véritable exemple de maximisation. Ils ont terminé hors du top 6 seulement 10 fois sur 44 possibles, ont signé 17 podiums, soit seulement 3 de moins que Ferrari, et sur l'immense majorité des week-ends, on a le sentiment qu'ils ne pouvaient pas prendre plus de points, voire même qu'ils en ont pris plus que ce qu'ils ne devaient. Ils ont vraiment montré toute la puissance et la qualité de leur institution et de leurs individus. Aucune panique, tout le monde a tiré dans le même sens, les décisions prises ont été les bonnes, ils ont su corriger cette voiture et franchement, le développement est ultra impressionnant. Ils ont fini par être quasiment au niveau de Red Bull en étant restés sur son concept qu'ils n'ont pas vraiment totalement compris. C'est presque un exploit. Mercedes est donc déçu par 2022, nécessairement c'est vrai, et d'ailleurs ils sont très durs avec eux-mêmes. Malgré tout, la dynamique sur laquelle ils se lancent pour 2023 est très positive, et ils ont montré qu'ils étaient des monstres, et à la fois sur le plan individuel et collectif, ils ne peuvent pas rester trop longtemps éloignés des sommets. Côté pilote, on va commencer par dire énormément de bien de George Russell. On a tous vu les courses, il termine 4e devant Lewis, il a gagné la seule course de l'équipe et il a tout bonnement été énorme. Pour moi, le 3e meilleur pilote de la saison. Le plus impressionnant pour moi, c'est la rapidité de sa mise à niveau et de son adaptation. On dirait qu'il est déjà là depuis 3 ans. Et c'est un petit peu pour moi la preuve ultime qu'il est fait pour ce siège et pour ce niveau-là de compétition. Après, a-t-il été meilleur qu'Hamilton ? Je pense pas qu'on puisse le dire comme ça, parce que sur une majorité des courses, Lewis avait peut-être un meilleur rythme, mais déjà, c'était de très peu, et surtout, George a su dominer pas mal de fois. Il a terminé plus souvent devant dans les courses, pour X ou Y raison, mais les faits sont là. Il a plus de points, il a 8 podiums, il n'a pas commis d'erreur, et le tout dans sa première année chez Mercedes. Le duel en qualif est aussi plutôt flatteur quand on se compare au mec qui a le plus de pôles de tous les temps. Non, il n'y a rien à dire, c'est exceptionnel. Alors oui, il a moins testé de réglages, oui, quelques faits de course sont allés dans son sens, oui, il avait déjà connu une situation galère chez Williams, ce qui aide, oui, c'est plus facile de faire tout ça quand on ne se bat pas pour les victoires, mais pour moi, rien de tout ça ne vient minimiser sa performance, bien au contraire, face à l'exigence de Mercedes et face à Hamilton, il a été plus qu'au niveau. En plus, cette victoire dans cette saison, le fait que ce soit sa première et la seule de l'écurie, ça lui donne une confiance et un statut encore différent. Bref, Georgie Boy est entré dans la cour des grands et il s'y sent clairement comme chez lui. Concernant Hamilton, sur le papier, ça a l'air mauvais ou à minima décevant. 6e, son pire résultat en carrière.
Pas de victoire, battu par son coéquipier, etc., etc. Mais pour autant, pour moi, il a réalisé une saison énorme et il est aisément dans le top 5 des pilotes de 2022. Il a peut-être eu un peu plus de difficultés au début, où découvrir une voiture incapable de jouer la victoire et revenir après Abu Dhabi a dû être difficile. Les week-ends de Jeddah, Imola ou Monaco n'étaient pas top, mais on l'a dit, il a aussi testé pas mal de choses et la voiture n'était pas compétitive. Et puis surtout, ça reste très bon le reste du temps, en témoignent des circuits comme Bahreïn, Melbourne ou Barcelone, où il a été assez phénoménal. Et puis sur la deuxième partie de saison, il a atteint le niveau habituel de Lewis Hamilton, juste indécent. Il a vraiment haussé tout ça. Depuis le Canada, il n'y a que, on va dire, Spa et Singapour qui ont été vraiment moyens ou pas terribles. Le reste a été tout bonnement exceptionnel. Je mettais des 18 ou des 19 tout le temps. Bref, on a encore vu du très grand Lewis et le résultat comptable et chiffré a peu d'importance dans une saison où Mercedes n'a pas joué la victoire. On se trompe clairement de lecture si jamais on s'arrête à ces chiffres-là, à mon sens. Et voilà, quand il visera le titre avec une voiture capable de le faire, on sait tous qu'il sera encore là. En 2023, Mercedes compte revenir avec une base remodelée et saine. La W14 sera assez différente de sa petite sœur, la W13. Reste à voir comment ça va se matérialiser physiquement et en termes de temps autour. Reste que la petite sœur a plutôt très bien fini la saison, elle était compétitive. Changer les choses, pourquoi pas, mais il faudra qu'ils soient sûrs de ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'au final, ils avaient une bonne base maintenant. Est-ce qu'il y aura mieux à aller chercher sur du moyen, court et long terme avec autre chose? C'est tout le défi. En attendant, pas de doute, ils ont des patrons, des ingénieurs, des mécaniciens et des pilotes ultra qualifiés pour jouer le très haut niveau. Ils ressortent de cette année avec au moins cette certitude. Hâte de voir comment tout ce beau monde va se comporter s'ils se retrouvent encore à devoir jouer les titres face à Verstappen et Red Bull. Et on verra aussi comment l'année 2 de Russell Hamilton se passe. C'est un peu bizarre et particulier cette année. On verra sur une année complète, un peu plus stable peut-être, si George peut tenir, si Lewis montre les crocs, si des signes apparaissent entre les deux. C'est aussi une des curiosités de 2023, mais jusque-là, c'est parfaitement géré. Voilà, c'est tout pour Mercedes. Je vous attends dans les commentaires pour en discuter. Likez, abonnez-vous, partagez pour soutenir la chaîne. On se retrouve vite pour la suite des épisodes, les 2 restants. On se quitte avec Enzo Ferrari qui souhaite savoir comment on fait pour réussir cette saison avec une voiture ratée, parce qu'il a un ami à lui qui rate ses saisons avec des voitures réussies. À bientôt.